Bonjour, je suis ravi d'être à Bruxelles et c'est la première fois que je vois pendant 3 jours d'affilée le soleil briller à Bruxelles. Pour un Français, je ne pourrais plus jamais critiquer en disant il fait moins beau à Bruxelles qu'à Paris et je vais tout, voilà, donc j'étais obligé de faire mon mea culpa en introduction. Vous avez entendu beaucoup depuis le début et c'est normal. Pourquoi est-ce que ça concerne majoritairement des gays? Et je suis sûr que certains ou certaines vont me dire après ou vont poser des questions en disant mais moi aussi j'ai des usagers de drogue qui sont hétérosexuels et qui font du cum-sex. Alors juste, on va le préciser et je vais essayer de vous préciser un petit peu là tout de suite ce qu'on entend par cum-sex et pourquoi on avance toujours la question des HSH prioritairement. D'abord parce que la majeure partie des études ont été menées auprès des gays et aujourd'hui on sait et on voit dans nos files actives, autant dans nos structures qu'en addictologie, en réduction des risques ou dans les études, que ça concerne effectivement 95% de HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. D'autres groupes sont néanmoins concernés, personnes trans, travailleurs, travailleuses du sexe, et personnes et les libertins. Donc voilà. Donc le cum-sex n'est pas circonscrit uniquement aux gays, mais effectivement c'est eux qui sont majoritaires aujourd'hui dans ces pratiques. Par ailleurs, aujourd'hui, il nous apparaît important de faire une différence entre usage de drogue, usage de produits sexualisés et cum-sex. On n'a rien inventé, les gays n'ont pas inventé le fait de prendre un psychostimulant ou de prendre un produit psychoactif pour chercher quoi ? À être désinhibé, à se sentir à l'aise, à pouvoir aller draguer quelqu'un. Enfin, qui n'est pas arrivé dans un bar en se disant tiens, j'aimerais bien repartir avec quelqu'un, mais c'est pas aussi simple que ça. On a tous nos propres névroses, nos représentations, on n'est pas forcément en confiance, on a pris 3 kilos ou on en a perdu 4. Enfin, il y a toujours une question, il y a toujours des raisons qui font que on a envie de boire une bière ou autre chose, mais je dis bière parce qu'on est ici, ou alors on a envie de fumer une clope. Enfin voilà. Donc l'usage de produits psychoactifs, c'est pas nouveau, on n'a rien inventé chez les gays. Ce qui est très nouveau dans le cum-sex depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, c'est tout ce langage et toute cette rhétorique et ces rituels très communautaires. Cum-sex, nouveau mot, alors que ça existait déjà, le fait de prendre des produits, mais on invente ce mot, chemical sex, qui est une terminologie communautaire inventée par les gays pour décrire ces pratiques ritualisées. Par ailleurs, voilà, d'autres mots qui ont été déjà évoqués par mes camarades, tels que le slam. On ne parle pas d'injection, on ne parle plus de fixe, de shoot, on parle de slam. Voilà, donc il y a vraiment cette idée très communautaire autour du cum-sex. Voilà, donc je vous disais... Dans les définitions, on a travaillé avec mes camarades de Harm Reduction International il y a plusieurs années parce que justement tout le monde faisait des amalgames ou des raccourcis en se disant mais alors moi je reçois quelqu'un qui est consommateur de cocaïne depuis des années et qui a des rapports sexuels, donc qui fait du cum-sex. Bah non, pas forcément. Parce que justement, ce qui va être dans les déterminants et ce qui est plutôt commun à l'ensemble ou à un grand nombre de cum-sexeurs, c'est bien sûr d'abord, bon, sexe centrum, on va y revenir après, mais consommation de substances pour faciliter, prolonger ou améliorer les relations sexuelles. On n'invente rien. Chez recherche de désinhibition, augmentation du plaisir, augmentation de la performance. Mais ce qui va changer, c'est contrairement à d'autres usages où on a de la cocaïne sur soi, on sort toute la nuit, ou de la MD, ou ce que vous voulez comme produit, et puis on rentre avec quelqu'un à 6h du matin. C'est pas la même chose que le cum-sex, où là on va acheter les produits. La motivation d'achat des produits psychoactifs est un objectif ou une visée sexuelle. Ça fait une grosse différence entre avoir des produits dans sa poche et éventuellement avoir un rapport sexuel, ou acheter ces produits pour avoir un certain type de rapport sexuel. C'est ce qui fait aussi une des différences. Après, dans les choses qui sont communes à beaucoup de cum-sexeurs, c'est naturellement, on consomme majoritairement des psychostimulants qui ont déjà été évoqués par mes camarades, donc je ne vais pas m'étendre, et un dépresseur qui est le GHB ou GBL, très souvent en polyconsommation. Ensuite, des partenaires occasionnels du multipartenariat, pour ceux qui travaillent un peu ou qui ont travaillé dans le VIH, vous voyez ce que ça peut vouloir dire, c'est sujet aussi de personnes ou de populations ou de groupes vulnérables au VIH, des partenaires sexuels occasionnels, des groupes ritualisés, voilà, ce qu'on a des sex parties ritualisés et des sessions qui durent pendant une plus ou moins longue période de temps. Quand on prend des psychostimulants, on n'est pas fatigué, on prend ces produits, on les consomme pour être extrêmement performant et s'inscrire dans la durée. C'est ce qui fera la différence, j'espère que voilà, c'est plus clair. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hétérosexuels dans le cum-sex, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gays, mais en tout cas, il y a des caractéristiques qui font que le cum-sex est un ensemble de pratiques très ritualisées et très spécifiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire déjà en premier lieu. En seconde, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors quelle réponse? Moi, je travaille sur le cum-sex depuis 14 ans. Quand j'ai commencé, moi, je travaille dans la lutte contre le sida depuis
très très longtemps, presque aussi longtemps que ma propre contamination. Et donc j'ai été un militant d'ACT UP, aujourd'hui je suis à Aide, et donc l'histoire, le VIH, je suis très lié. Et la première fois que j'ai vu arriver à Aide, la première fois qu'on m'a alerté sur des groupes de garçons qui faisaient des partous, c'était pas nouveau, hein, on l'avait déjà entendu très souvent, mais ils s'injectaient. Ah bon, ça c'était quand même un peu nouveau, ils étaient tous co-infectés, VIH et VHC. Ça aussi, c'était quand même il y a 14 ans, pas du tout quelque chose de courant. On avait beaucoup de VHC parmi nos publics usagers de produits qui fréquentaient nos carudes. On avait beaucoup de VIH parmi nos publics HSH, gays HSH qui fréquentaient nos lieux d'accueil, de aide. Mais des co-infectés, c'était quand même pas très courant. Surtout des gays co-infectés et qui s'injectaient, c'était quand même pas très fréquent. Et puis après on dit oui mais ils s'injectent quoi alors du coup? Ils prennent quoi? Ils prennent de la cocaïne, ils prennent de l'héro, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est quoi leur pratique? Ah ben non, ils prennent des produits, on n'a jamais entendu parler, ça s'appelle la méphédrone. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes nos actions, toutes ces actions et tous ces constats qu'on a pu faire il y a 13 ou 14 ans, on était dans la même situation que beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que je fais moi quand ils arrivent? C'est-à-dire que quand un cum-sexeur arrive à l'entrée de ma consulte ou dans mon asso, dans ma structure de RDR, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui raconte? C'est exactement ce qu'on a vécu nous et ce qu'il a fallu imaginer. Et c'est ce qui a décidé de la mise en place de cette offre pluridisciplinaire. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient sur la santé sexuelle, on intervient en prévention sexuelle, on intervient sur de la réduction des risques. Ben, j'ai envie de dire qu'il faut intervenir sur tout, parce que la sexualité et l'usage de produits sont indissociables. Et ça, c'était nouveau, ça nous a obligés à nous interroger. Pour moi, c'était hyper simple de faire des interventions auprès des gays et de leur parler de « tu mets une capote, tu te protèges, etc. » C'était beaucoup moins évident de parler d'un seul coup d'injection, ou alors je le faisais quand j'étais avec des publics d'usagers. Là, il fallait parler des deux en même temps, parce que les modes de contamination, les pratiques à risque, nouvelles, dans ces groupes, exigeaient de nous de réinterroger tous nos principes d'action et de nous mettre au niveau des besoins de ces publics. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Offre diversifiée, stratégie d'intervention, naturellement, toujours partir du besoin des personnes. Aide est une asso communautaire, donc on part du besoin des personnes, et surtout, proposer une offre de santé sexuelle comportant toute la stratégie et toutes les stratégies de prévention sexuelle, plus des stratégies de RDR drogue nouvelles, parce qu'il y a plein de produits, je suis certain que vous avez entendu mes camarades et vous avez dit « mais c'est quoi ce produit? Moi j'en vois pas dans ma structure, ils consomment pas ça ». Donc voilà, on s'est retrouvé face à une émergence de catinone, de nouveaux produits de synthèse, qui font beaucoup débat aujourd'hui, on en parle énormément, et donc, adapter et moderniser, actualiser toutes nos stratégies de réduction des risques avec des publics qui, en plus, étaient majoritairement, ou un grand nombre d'entre eux, primo-consommateurs ou primo-injecteurs. Alors donc, avec des exigences, encore une fois, pas les publics qu'on avait l'habitude de voir sur de l'injection, qui ont quand même si on est obligé d'intervenir en RDR, il y a une culture, une connaissance dans ces groupes. Là, j'arrivais avec des publics totalement naïfs. Voilà, quels sont nos impératifs? Offrir un réel parcours de santé, un parcours de santé au long cours, les voir le plus fréquemment possible, et s'occuper et se préoccuper de qualité de vie et de santé globale, naturellement. Sur la RDR, sur la réduction des risques sexuels ou prévention sexuelle, à Aide, on préfère dire RDRS. On trouve que c'est moins archaïque que la prévention sexuelle. Alors là, vous voyez, je vous les ai indiquées, enfin les grandes lignes, mais je ne vais pas les développer chacune. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez bien compris, vous prenez 7 ou 8 gays du vendredi soir au dimanche matin qui vont consommer des psychostimulants, parfois en injection, parfois non, mais des psychostimulants qui ont un effet assez extrêmement fort sur une modification du comportement, une altération du comportement ou des perceptions. Donc à partir de ce moment-là, on s'imagine bien qu'on ne peut pas faire de la prévention à la papa en disant surtout attention, le VIH existe et met une capote. Moi, je me refuse catégoriquement aujourd'hui à tenir un discours comme celui-là, mais je préfère travailler sur... Parce que quelqu'un qui est sous-produit depuis 6 ou 8 heures au milieu d'une partouze, penser à la capote, je pense que véritablement, on est juste en train de se mentir et on fait plus de la morale que de la réduction des risques. Donc ça m'ennuie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, parmi nos enjeux, c'est de développer, bien sûr, de maintenir la prévention comportementale, mais aussi la prévention biomédicale, qui est vraiment notre meilleur allié aujourd'hui. Le TASP, le traitement comme prévention, les personnes séropositives prennent un traitement antirétroviral efficace et ne sont plus contaminantes. Ça aide, c'est quand même quelque chose de très nouveau, hein.
C'est que heureusement qu'aujourd'hui on a ça. Et par ailleurs, pour les personnes séronégatives au VIH, il faut les inciter à aller sous PrEP, sous traitement préventif. Et on fera chuter, et on a fait chuter, on arrive quand même à maîtriser très bien le niveau de contamination à VIH auprès des publics comme sexeurs. Voilà, mais c'est pas la seule chose. Les dépistages les plus fréquents, le plus fréquemment possible. On voit bien que les rapports sont des rapports à risque sur la durée, etc., dans des communautés à forte prévalence aux IST, VIH. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut les voir les chemsexeurs le plus fréquemment, chaque 3 mois, faire des dépistages pour toutes les IST. Il faut traiter précocement. C'est une des recettes dans le chemsex. Il ne faut pas laisser les charges virales communautaires exploser dans ces groupes. Donc, les voir chaque 3 mois. Voilà. TASP, PrEP, traitement d'urgence naturellement. Après, pour le reste, vous le connaissez aussi bien que moi, donc je ne vais pas développer trop longtemps. Mais en tout cas, c'est le premier pilier de nos interventions, c'est vraiment la santé sexuelle et la prévention. Le second pilier, c'est la réduction des risques drogue. Alors, je vais pas vous donner un cours, hein, je pense que vous êtes nombreux dans cette salle. Et d'ailleurs, je voulais saluer Samy d'Execo, qui est partenaire de Aide, et avec qui je travaille énormément sur ces questions. Entre nos deux structures, il y a une grande proximité et on est sur des stratégies identiques. La RDR Drogue, c'est, attention, nouveaux produits, primo-consommateurs, des produits qui sont en permanence en évolution, des produits très addictifs. Vous avez déjà donné beaucoup de caractéristiques. Ce qui veut dire qu'on se doit de les connaître, on se doit d'informer au mieux. Encore une fois, primo-consommateurs, primo-injecteurs. Ça exige de nous de mettre en place des actions extrêmement innovantes sur la réduction des risques, comme l'accompagnement à l'injection, comme l'analyse de produits. Il y a énormément de choses qu'on doit faire en permanence. Moi, j'ai une file active de 220 chemsexeurs, et très sincèrement, les niveaux d'appropriation de la RDR ou même de la prévention sont insuffisants encore aujourd'hui dans ces groupes au regard des pratiques et des pratiques à risque. Donc c'est extrêmement important d'éduquer, d'informer, de renforcer les capacités des usagers à se protéger. Hier, j'ai entendu une session où on parlait de l'approche communautaire, de l'autosupport communautaire. C'est bien sûr essentiel. Aujourd'hui, travailler avec des gens qui sont dans ces pratiques, qui sont nos relais dans ces groupes et dans ces sex-parties privées, c'est essentiel aussi dans nos interventions. Favoriser l'accès aux outils de réduction des risques. Hein. Je ne sais pas comment c'est. Enfin, parfois, j'échange avec des camarades de Modus ou d'Execo sur la question. Je sais que c'est pas parfait. Hein. Je sais que, par exemple, là, il y a un week-end à la Démence et qu'on continue à avoir de gros problèmes ou que parfois, vous pouvez avoir de gros problèmes sur la gestion de l'usage de produits. Je ne sais pas qui peut penser qu'on sort pendant 48 heures en étant sobre ou en buvant des camomilles. Je pense qu'on se moque du monde. Mais malheureusement, on n'est pas aidé par nos gouvernements et on n'est pas aidé sur la réduction des risques. C'est pareil en France. C'est même parfois un peu pire. Donc bien sûr, distribuer des seringues, des pailles, tous les outils de réduction des risques nécessaires pour éviter les transmissions et les abcès et tout ce qui va avec de mauvaises pratiques, tout ce qui accompagne de mauvaises pratiques. L'analyse de produits, les produits en circulation sont très nombreux. Vous avez plus de chances que nous parce que vous avez une culture différente en Belgique. Vous avez une cocaïne de très bonne qualité, donc il y a beaucoup de recours à la cocaïne. Il y a beaucoup d'usage de cocaïne en Belgique. Quand je dis c'est une chance. Pourquoi je vous dis que c'est une chance? Que nous c'est pas le cas. Nous, c'est plus cher et historiquement de moins bonne qualité, ce qui change aujourd'hui, mais il n'empêche que les usagers sont plutôt sur ce sentiment ou ce ressentiment. Donc nous, on a une explosion des catinones, des drogues de synthèse qu'on achète directement sur Internet, où là, les produits sont très nouveaux, changent en permanence. C'est-à-dire que l'analyse de produits, et il y a tellement de molécules disponibles et puis tellement de sites que ça nous oblige vraiment à être très très prudents sur les produits et à les analyser le plus souvent possible. Ensuite, la early, naturellement, l'accompagnement à l'injection. Hein. Je continue à voir, moi, de voir des usagers arriver avec un réseau veineux complètement détérioré, des abcès. Ça montre bien que ces publics ne se sont pas saisis encore des bonnes pratiques, ou en tout cas de l'amélioration, ou en tout cas de la réduction des mauvaises pratiques. Et que vous dire, le troisième pilier qui est peut-être le plus essentiel pour moi aujourd'hui, et je vais terminer peut-être par ça, c'est vraiment le chemsex. On en a parlé, hein, et je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que les gens vont dans le chemsex? Pourquoi ces pratiques sont arrivées? Je vous l'ai expliqué, on va tous chercher de la désinhibition, améliorer nos comportements, nos performances.
ça nous arrive à tous. Quelque part, on pourrait tous être chumsexeurs à un moment donné. Mais ce qui est important aussi, c'est très lié le chumsex, ou en tout cas les conduites ou les comportements très problématiques, la perte de contrôle de la consommation, toutes ces choses-là sont très liées au stigma, aux stigmates qui pèsent aujourd'hui sur les gays. Encore une fois, l'homophobie n'a pas disparu, même si on fait de belles campagnes et des marches des fiertés. C'est pas facile, c'est pas toujours facile d'être très gay, de pouvoir parler. C'est pas facile de ne pas se sentir seul, de ne pas avoir été, ou en tout cas d'avoir échappé à l'homophobie ou à l'isolement ou au rejet des autres. Ça, il faut en tenir compte. Le chumsex, c'est où les gens qui rentrent. En gros, oui, peut-être je peux donner ce chiffre qui est très français. Je suis désolé parce qu'il n'a peut-être pas de rapport ici avec la Belgique, mais tous les chumsexeurs ne rencontrent pas des problèmes. C'est-à-dire que si on lit les papiers dans la presse, on lit que la 3-MMC, ça fait mourir les gens par dizaines. C'est pas vrai, d'accord ? On va relativiser les propos de la presse alarmiste qui aime bien parler des partous des gays. Je pense que ça doit faire rêver les lecteurs. Et donc, 70% des chumsexeurs, en gros, ont une consommation qui est contrôlée et ne rencontrent pas de difficultés majeures et de problèmes majeurs. C'est pas le cas pour 30% d'entre eux, et je ne vais pas détailler là-dessus, mais en tout cas, 30% d'entre eux ont besoin et expriment le besoin d'être pris en charge. La prise en charge, ça peut être tout. C'est aussi pour ça qu'on travaille en réseau. Ça peut être effectivement une prise en charge addictologique, psycho, sexo, ce que vous voulez. Naturellement, une prise en charge médicale sur les traitements antirétroviraux, sur la prise en charge des IST. Mais c'est aussi, et c'est essentiel, parce que je travaille beaucoup là-dessus, l'autosupport communautaire, les groupes de parole, faire en sorte que les usagers se parlent. Un grand nombre d'entre eux sont seuls par rapport à leur consommation, ce qui paraît un peu anachronique parce que on parle de partous, on parle de sexe en groupe, on parle de produits qui facilitent la sociabilité, les rapports sexuels, on parle de ces marathons sexuels qui durent 48 heures où ils sont 15 et pourtant le sentiment de solitude n'a jamais été aussi... Toutes les études le montrent et toutes les études Cali qu'on peut mener montrent que parmi l'expression des souffrances les souffrances ressenties, la problématique de la solitude et de l'isolement arrive en tête. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner. Je vais reprendre les termes de Maurizio, avec bienveillance, non-jugement, utiliser leur langage. Naturellement, c'est mieux de ne pas être homophobe ou de ne pas faire une grimace de dégoût quand ils arrivent et qu'ils disent « Bah ouais, le week-end dernier, je me suis injecté 10 grammes, ou 5 grammes de 3-MMC, j'ai couché avec 15 mecs et je me suis fait fister. » Je comprends que ce ne soit pas le quotidien pour beaucoup, mais en même temps, si on veut qu'ils soient adhérents, qu'ils reviennent, qu'ils soient en lien avec nos structures, et il va nous falloir faire l'effort systématique de pouvoir les comprendre et d'intervenir au mieux dans un grand respect, une grande bienveillance. Alors, voilà, les objectifs qu'on s'est fixés nous maintenant, c'est les recevoir pour tout et n'importe quoi, en tout cas innover en termes d'action, à travers des groupes de parole, à travers des activités, pour essayer de gérer le craving, pour essayer de limiter la consommation, de ne pas passer à une consommation qui est exagérée. Alors donc, autosupport, on en a parlé, les professionnels de l'addictologie, l'orientation vers le soin, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai pas dit et qui est essentiel, on arrive trop tard. À part quand notre chance avec les chumsexeurs, c'est quand ils ont un besoin de PrEP, parce que là du coup ils voient un médecin de manière, précocement, avant de rencontrer beaucoup de problèmes, ils voient quelqu'un, un médecin, des acteurs en santé communautaire. Ça nous permet, et puis comme le protocole en France pour la délivrance de PrEP, c'est un entretien chaque 3 mois, ça nous laisse le temps, nous, c'est bon, encore ? Ici aussi, ouais. Pardon, j'ai cru que j'avais dépassé le temps. Non, c'est bon. Et le protocole, c'est bien sûr, chaque 3 mois, vous faites tous les examens de sang, donc ça nous permet aussi d'agir sur les IST et de faire baisser les charges virales communautaires. Mais surtout, quand on voit quelqu'un chaque 3 mois, on peut anticiper. Si on voit que sa consommation dérape, si on voit qu'il a perdu son boulot, si on voit qu'il s'est séparé de son mec, ça nous permet d'agir précocement. Ça, c'est vraiment un truc... Alors, c'est toutes les notions autour du RPIB, repérage précoce, intervention brève. Ça, c'est vraiment un des objectifs et c'est ce qu'on essaie de développer dans tous nos lieux d'accueil de aide qui sont identifiés et spécifiques comme sexe, de manière à vraiment prévenir les conduites ou les comportements les plus à risque.
Notre objectif, c'est bien sûr gérer et réguler les consommations. Aide n'est pas une association de sevrage. On accompagne les usagers et on les accompagne à essayer de prendre le moins de risques possible. Et cette question du parcours de santé global, c'est-à-dire qu'on met en place, mais Jonathan va le détailler derrière, parce que c'est le projet que nous avons en commun, la prise en charge de la santé globale et de l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, ça c'est la dernière slide, enfin l'avant-dernière, je crois. Alors voilà, à Aide, on a mis en place depuis plusieurs années, il y a beaucoup de chemsexeurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de nous, mais il y en a beaucoup qui ont aussi besoin de nous. On souffre d'un problème dont on a parlé hier tous ensemble et que vous êtes confrontés au même problème en Belgique. Un nombre de soignants qui est bien sûr pas suffisant, de soignants formés qui est encore plus insuffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas orienter les chemsexeurs vers n'importe qui. Il faut avoir des gens qui sont identifiés pour leur bonne pratique, pour leur connaissance de la thématique, et on ne peut pas faire autrement. Donc il fallait bien trouver des solutions. On ne pouvait pas attendre 3 mois, même si je pense que j'ai des camarades français qui dirigent des services hospitaliers et qui sont ici sur la conférence. Les services sont saturés. En plus, on s'est pris de pleine face une épidémie de Covid qui a fait que le recours à la psychiatrie ou au service de psychiatrie et d'addictologie était extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'on a laissé les gens pendant 1 ou 2 ans, on les aurait laissés vraiment sans possibilité d'avoir recours aux soins, et donc dans des situations sanitaires, psychologiques, sociales, catastrophiques. Donc on a développé à Aide tout ce système de RDR 2.0, de prévention 2.0, qui fonctionne à travers un groupe sur Facebook, sur lequel il y a 2000 usagers actifs ou en interruption de consommation, enfin, mais en tout cas que des usagers. C'est de l'autosupport, on peut leur répondre 7 jours sur 7 aux questions les plus courantes, etc. Il y a beaucoup d'échanges entre eux. C'est vraiment l'idée de l'autosupport communautaire. Ce groupe Facebook se décline aussi 24 heures sur 24 sur une ligne WhatsApp où on peut gérer, essayer de gérer avec des militants et surtout avec des usagers qui sont des usagers experts, on va les appeler comme ça, les situations les plus complexes, ou en tout cas répondre à tout le monde. On a lancé aussi une ligne Telegram, qui là pour le coup, il n'y a pas d'intervention d'acteurs de aide, c'est une ligne uniquement d'autosupport entre usagers. Ça fonctionne très bien et 24 heures sur 24. Voilà, ça c'est pour vous dire que le chemsex nous oblige à être innovants. Pendant des années dans les CARUD, et moi j'étais un exemple de ça quand je faisais une intervention ou à la salle de consommation à moindre risque de Paris. Finalement, la question de la sexualité, on la posait pas beaucoup. Hein. Et toi, comment tu te sens par rapport à ta sexualité? Ça va, pas de souci? Non, ils étaient usagers de drogue, donc on posait pas la question de la sexualité, vous comprenez? Comme si les usagers de drogue n'avaient pas de rapport sexuel. Donc bon, aujourd'hui, heureusement, on a réussi un petit peu à régler ce genre d'idées reçues. Et puis les gays, on leur parlait systématiquement de leur pratique sexuelle, mais alors pour leur parler de l'usage de drogue, on s'en foutait parce que ça présentait pas, finalement, le chemsex nous a obligés à aller à la croisée des deux et surtout à nous préoccuper de tout ça en même temps. Voilà, donc en conclusion, renforcer les capacités des chemsexeurs à se protéger, bien sûr. On va pas faire pour eux, on va faire avec eux. Rompre l'isolement, gardez-le en tête, c'est vraiment le truc le plus important. C'est difficile de parler de sa sexualité, c'est difficile de dire qu'on est gay à sa famille, même à ses proches, et c'est encore plus difficile quand on est usager de drogue. C'est-à-dire qu'appeler même son meilleur pote pour dire bonjour, je m'injecte tous les week-ends, je couche avec plein de mecs, et ben c'est pas facile du tout, et c'est vraiment notre rôle à nous de pouvoir les accueillir avec bienveillance. Voilà, l'offre de soins, travailler en réseau. Ce qu'on développe de plus en plus et ce qu'on fait de plus en plus à Paris, mais je vais pas, enfin pas à Paris, hein, sur toute la France, et puis en partenariat aussi avec d'autres assos comme Execo. Naturellement, les discriminations et les stigmatisations qui sont toujours aussi présentes. Voilà, merci beaucoup à vous.